Bonjour à tous, bienvenue à la politique américaine simplifiée. Mon nom est Mathieu Paquette et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du collège électoral américain. C'est pas le genre de collège où on va à l'école, c'est le système électoral américain. Dans le fond, c'est la façon qu'ont les Américains d'élire les présidents. Donc, vous entendez sûrement le terme dans les médias. Les médias en parlent souvent du collège électoral américain. En anglais, on dit le American Electoral College. Donc, c'est le système qui fait en sorte qu'un président peut être élu avec une minorité de vote. Le collège électoral américain, ce que c'est en réalité, c'est 538 grands électeurs. Donc, les grands électeurs, on va y revenir, là, mais les grands électeurs, c'est en réalité les personnes qui vont faire l'élection ultime au mois de décembre, qui va faire gagner ou perdre le candidat à la présidence. Il y a un petit parallèle à faire avec le système du Québec. Donc, au Québec, on a 125 circonscriptions. Pour qu'un parti gagne la majorité des circonscriptions devant gagner 68, ou si c'est un parti minoritaire, ils peuvent en avoir moins, mais il faut qu'il y ait le plus de circonscriptions. Donc, il y a là un petit parallèle avec le système du Québec, c'est le parti qui gagne le plus de comtés, comme par exemple la CAQ en 2022 a gagné l'élection, mais n'a pas eu plus que 40% du vote populaire. Donc, mais se sont quand même ramassés au pouvoir. Donc, c'est un petit parallèle ici qu'on a avec le Québec, mais c'est là où le parallèle s'arrête. Le système électoral américain, le collège électoral, est quand même très différent. Donc, comme je mentionnais, c'est 538 grands électeurs. Il faut en gagner au moins 270 pour gagner la présidence. La façon que ça fonctionne, dans le fond, c'est que les grands électeurs sont en réalité des personnes qui vont voter au mois de décembre pour les gens pour qui leur État a voté. Donc, il y a à l'écran une petite image avec le nombre de grands électeurs par État. Évidemment, c'est déterminé selon la population de l'État. Donc, Californie, New York et le Texas vont avoir plus de grands électeurs qu'un petit État comme le Wyoming, par exemple. Dans presque tous les cas, si un État vote pour un candidat, que ce soit le candidat démocrate ou républicain, ou un autre tiers parti, mais c'est extrêmement rare. En fait, je crois pas que ce soit déjà arrivé. Tous les électeurs de cet État vont voter en bloc pour le parti. Il existe deux exceptions à cette règle-là. C'est le Nebraska et le Maine. Le Nebraska et le Maine vont répartir leurs grands électeurs selon la proportion du vote entre les deux partis. Donc, comme je mentionnais, au mois de novembre, il va y avoir une élection. Les électeurs américains vont être appelés à aller faire leur vote et les votes vont être comptés. Et une fois que ces votes-là vont être comptés, les grands électeurs vont se réunir au mois de décembre afin de faire leur vote. Et puis ensuite, au mois de janvier, ça va être certifié par le Congrès américain. Vous vous souviendrez qu'en 2021, il y a eu le fameux 6 janvier. Donc, c'est lors de cet événement-là, lors de la certification du vote par le Congrès, qui s'est passé, selon la source de médias qu'on a, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une insurrection, mais c'est là que s'est passé tout le grabuge qu'on a vu à Washington en 2021. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, chaque État va avoir une proportion des 538 électeurs et chaque candidat va essayer de gagner chaque État pour remporter les grands électeurs et par la suite atteindre le but qui est de 270 grands électeurs pour se faire élire. Le système des grands électeurs, il y a du positif, il y a du négatif. Il y a des gens qui trouvent que c'est un bon système, il y a des gens qui vont avoir des détracteurs, dans le fond. Ce que les gens trouvent de positif aux États-Unis sur ce système-là, c'est que ça met le focus sur le rôle de chacun des États. Donc, chacun des États a vraiment son importance, proportionnelle évidemment à sa taille et sa population. Et pour les Américains, c'est quelque chose qui est vraiment très important, l'indépendance du rôle de chaque État dans leur politique. Il y a des points négatifs, ça donne une influence qui est disproportionnée à certains États. Donc, c'est sûr qu'il y a certains États qui, par exemple des petits États là, qui ont juste en bas de 10 grands électeurs,
qui proportionnellement devraient peut-être en avoir un ou deux de moins, mais bon, on leur en donne quand même un petit peu plus. Donc, ça crée quand même une certaine... C'est sûr que les grands secteurs sont pas rebalancés à chaque élection, donc ça peut créer une certaine disproportion parfois et donner un poids démographique à des États un peu plus petits qui devraient en avoir moins ou vice-versa. L'autre chose, qui est ni positive ni négative, là, mais c'est quelque chose qui va vraiment être une influence. Ça donne un focus sur ce qu'on appelle, vous allez entendre parler parfois des swing states, donc des États pendules, que je pourrais traduire en français. Donc, c'est des États comme la Pennsylvanie, le Michigan, l'Ohio. Aux États-Unis, un petit peu comme au Québec aussi, d'ailleurs, là, si on regarde les circonscriptions, il y a des comtés qui sont, des États, dis-je, qui sont gagnés d'avance. Hein, quand on pense par exemple à Montréal, le quartier de Westmount, c'est pas mal gagné d'avance pour les libéraux. C'est certain que les libéraux vont pas mal toujours gagner dans le quartier de Westmount. À l'opposé, aux États-Unis, il y a des places qui sont fermement démocrates, comme par exemple l'État de New York, l'État de la Californie, versus il y a des États qui sont fermement républicains. Par exemple, l'Oklahoma ou le Wyoming. Là où les swing states entrent en compte, c'est les États qui vont d'un côté ou de l'autre selon chaque élection. Donc, par exemple, moi ici, je vous donne un exemple d'un comté, d'une circonscription ici au Québec qui serait similaire. J'habite dans la circonscription de La Prairie. C'est un comté qui a déjà été péquiste, mais qui aujourd'hui appartient à la CAQ. Même les libéraux l'ont déjà eu. Donc, c'est un comté qui peut changer de main d'une élection à l'autre. Donc, aux États-Unis, les États comme la Pennsylvanie, le Michigan, l'Ohio, c'est vraiment des États, aux États-Unis, ils appellent ça les Purple States, donc les États mauves. Donc, c'est un jeu de mots un petit peu entre le bleu des démocrates et le rouge des républicains. Ça fait du mauve. Donc, ces États-là peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Et c'est les États où les candidats vont mettre beaucoup d'emphase. Donc, par exemple, un exemple en 2016, lorsque Hillary Clinton a perdu, une des choses qu'elle s'est fait critiquer pour, c'est de ne pas avoir fait beaucoup de campagne au Michigan, un État que Trump a remporté en 2016. Donc, ça va vraiment mettre, vous allez voir les candidats, ils vont probablement faire des apparitions un peu partout, mais vont vraiment mettre beaucoup d'emphase, comme par exemple Mme Harris, qui va être la candidate pour les démocrates. Ça a été annoncé aujourd'hui officiellement, entre guillemets. Désolé, j'enregistre le podcast vendredi. Donc, ça a été annoncé. Donc, elle fait elle a une présentation en Pennsylvanie au début de la semaine prochaine. La question que je me suis posée en faisant un petit peu de recherche sur ceci, parce que c'est quelque chose que je connaissais, mais pour être honnête, j'en apprends moi également en faisant des recherches pour les capsules. Les grands électeurs, donc les gens qui sont envoyés pour faire à leur congrès dans chaque État pour faire leur vote au mois de décembre, c'est des humains. Donc, en théorie, ils peuvent voter contre la volonté du peuple. Donc, c'est possible qu'un grand électeur dans un État, disons au Texas, peu importe, disons que le Texas a voté majoritairement républicain, ce qui est la majorité des cas, bien que le Texas est de plus en plus un État mauve, c'est possible pour un grand électeur de décider de donner son vote à quelqu'un d'autre. Ceci étant dit, il y a des sanctions. C'est pas quelque chose qui est supposé être fait. C'est quelque chose qui est très rarement arrivé. C'est pas quelque chose qui est très très fréquent. Et c'est quelque chose qui n'a jamais eu d'influence sur le résultat final d'une élection. Donc, par exemple, en 2016, c'est arrivé. Il y a quelques électeurs qui ont refusé de donner leur vote soit à Hillary Clinton ou à Donald Trump. Il y en a eu des deux côtés. C'est pas quelque chose c'est pas un enjeu qui est partisan. Sauf que c'est pas quelque chose qui a eu non plus un impact sur le résultat final de l'élection. Alors, ça fait un petit peu le tour du collège électoral. C'est une petite capsule rapide pour vous expliquer un petit peu de quelle façon est-ce que ça fonctionne. Je vous invite grandement à me faire part de vos commentaires, de vos questions en commentaire, si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus le sujet. Et puis, le sujet de la prochaine capsule va être les trois grands axes du système américain. Donc, on va parler des trois branches du gouvernement américain.
Alors, merci beaucoup. Je planifie, comme je mentionnais dans ma vidéo d'introduction, de faire environ 3 capsules par semaine. La cédule que je me suis imposée est de relâcher les vidéos le samedi, le mardi et le jeudi à midi. Alors, le samedi, mardi, jeudi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à ma page Facebook pour avoir plus de nouvelles. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.